أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je dois vous dire que beaucoup plus qu'être surpris par le message d'introduction, dont je ne peux ne pas être d'accord avec la substance, mais dont je pense qu'on doit le respect à la forme. Et si j'ai magnifiquement... on va se mettre d'accord tout de suite. On va se mettre d'accord tout de suite. J'ai une petite fatwa personnelle. Et la fatwa personnelle, c'est que pendant les 45 minutes de mon propos, j'aimerais que vous n'applaudissiez jamais. Donc en l'occurrence, s'il vous plaît, on va simplement s'écouter. Vous n'applaudissez pas. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le gardez quand même. Et puis on essaye de s'écouter. Mais je connaissais les divergences de vues que nous avons avec le professeur Mohamed Talbi. Je ne m'attendais pas à ce que l'introduction soit de ce type, parce que le sujet c'était le livre, et que là on n'a pas touché au livre, mais encore une fois, la substance pour moi, je l'entends, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma pensée a été traduite, mais ce qui me choque le plus, c'est quand même l'attitude de la salle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, encore une fois, par respect pour celui qui vient parler, et même si moi, à des moments donnés, on est venu me dire que même par ma gestuelle, je pouvais donner l'impression que je ne respectais pas. Donc, je n'étais pas d'accord avec la substance, mais je reste quand même respectueux de ce que la personne a à dire. Et donc, quand on fait venir un penseur de votre pays, avec lequel vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui a des choses à dire, le respect, c'est de l'écouter, puis ensuite, après, on débat. Bon. Je vais avoir de la peine à me faire comprendre sur les applaudissements, mais enfin bref. Maintenant, sur ce que vous avez dit, j'y reviendrai, mais je vais me concentrer surtout sur le propos de la journée, et du livre et de ma visite ici. D'abord, simplement par commencer, vraiment par vous remercier encore une fois de cette présence, remercier les organisatrices et les organisateurs, au premier rang desquels, bien entendu, la librairie El Kitab, et puis de vous dire que ça fait longtemps que j'espérais pouvoir revenir en Tunisie, pouvoir revenir échanger, revoir ce qui se passe dans ce pays, et puis aussitôt, avant même de commencer mon propos, de vous dire quelle est vraiment votre responsabilité. Le but d'aujourd'hui, c'est pas forcément de venir écouter un propos de quelques minutes, puis après de partir, c'est peut-être d'échanger, mais aussi pour moi, dans le cadre de cette visite, de partager avec vous le sens de ce que je considère comme votre responsabilité historique. Quand je vois la salle, vous êtes très jeune en majorité, et donc en l'occurrence, c'est vraiment de porter un projet. Vous ne vous êtes pas débarrassé d'une dictature pour simplement être passif et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas être assis et jeter le reproche et le blâme à tous ceux qui sont aux affaires et qui ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est aujourd'hui aussi de se rendre compte qu'en tant que femme, qu'en tant qu'homme, qu'en tant que citoyenne et citoyen, il y a des responsabilités majeures et qu'il faut s'y engager, et ça va demander beaucoup de travail. La route est très longue encore pour parvenir aux voies de la démocratisation, de la transparence et de l'équilibre dans la société. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'introduction, encore une fois, je suis toujours surpris qu'on prenne une thèse de doctorat qui parle de la pensée des autres comme étant la traduction de ma pensée à moi. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé vers la première thèse de doctorat sur Nietzsche et que vous citiez ce que dit Nietzsche en me le proposant comme étant ma pensée? Pourquoi faut-il que vous ayez choisi une thèse en disant tout ce qui est dans cette thèse est votre pensée? Non, j'analyse la pensée d'autrui. Mais ce n'est pas forcément ce que je pense. Et si vous voulez penser à ma place ce que je pense parce que tel est mon sujet d'étude,
eh bien, c'est une pensée par médiation qui n'est pas légitime. À partir d'un certain moment, pour savoir ce que je pense, il faut lire ce que j'essaye de traduire, et vous vous rendriez compte que sur le concept de charia, qui est un concept de référence, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus, mais le mot ne dit rien si vous n'allez pas chercher la définition que j'en donne dans au moins 4 ouvrages, où je travaille le concept, où je donne une dimension de ce que c'est que la voie de la fidélité, qui n'est absolument pas la lecture littéraliste et de l'application sans réflexion, de la référence à l'ijtihad comme mode de pensée fidèle au principe premier, mais dans l'expérience historique et de l'application dans le temps. Si vous alliez un peu plus loin que simplement le fait de dire « dès que le mot sharia apparaît, ça veut dire que vous êtes un littéraliste, salafiste, wahhabiste », on ne va pas s'en sortir. Le début du débat intellectuel, c'est « donnez-moi la définition des mots ». Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot que vous employez? Et vous allez vous apercevoir que tous les savants, dès le début, eh bien, utilisent le mot sharia avec des connotations, des définitions et des perspectives qui sont différentes. Le mot ne dit rien si vous n'avez pas pris le temps d'en considérer la définition. Et donc, je suis un tout petit peu surpris que vous m'ayez réduit en répétant pas moins de 15 fois le seul fait que je fasse référence à la sharia. Je vous donne un exemple qui a beaucoup surpris un certain nombre de mes interlocuteurs, et musulmans, et de confession non musulmane, d'autres traditions. Je dis par exemple que quand je suis en Occident, j'ai fait passer ma vie en Occident, j'ai écrit des livres qui sont sur les fondements de la tradition musulmane, sur le plan du droit, sur le fiqh, et puis la dimension de la sira et les sciences islamiques. Ça, c'est des livres. Et puis il y a des livres qui sont sur les sociétés majoritairement musulmanes, comme le dernier, puis il y a toute une série de livres qui sont sur l'Occident et l'expérience occidentale. Et je dis, contrairement à ce que disent tous ceux qui ont une pensée de la laïcité qui est aussi intégriste que ceux qu'ils rejettent sur le plan de la religion. Vous avez des laïcs qui sont intégristes, ils ont transformé la laïcité en une nouvelle religion d'État, où il y a des absolus qu'on ne touche pas. Ça existe, ça. Mais oui, mademoiselle. Et même si... D'accord. Excusez-moi de mon ignorance. En l'occurrence, il y a ceux qui transforment la laïcité en une idéologie qui est proche de la religion, et puis il y a on avait hier Jean Bobéro qui dispute avec eux en France, et puis à ceux-ci, il y a cette idée que dès que l'on fait référence à une source qui serait propre à la religion chrétienne, juive ou musulmane ou bouddhiste, eh bien, on ne se rencontre pas. Or, si vous comprenez l'essence même de ce que c'est que la charia en islam, qu'est-ce qu'elle vous dit du point de vue de la loi? Elle vous dit qu'un homme, riche ou pauvre, noir ou blanc, doit être traité égalitairement par rapport à la loi. Alors, quand je suis en Grande-Bretagne, quand je suis en Suisse ou en France, et que dans la loi de ce pays-là, on me traite égalitairement, théoriquement, comme tous les autres citoyens, eh bien ce que je dis, c'est que ceci, c'est ma charia. Je ne l'oppose pas, je dis c'est ma charia. Le traitement égalitaire des hommes et des femmes devant la loi, c'est ma charia. Alors vous voyez bien que le concept de charia ne m'exclut pas, mais il me fait rencontrer des horizons universels différents. Si déjà vous aviez pris ça comme exemple, et non pas ce que vous pensez que je pense par la pensée d'autrui, eh bien nous aurions pu aller plus loin dans la discussion. Le chapitre pour moi est clos, et ce n'était pas vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler, c'est un tout petit peu la substance de ce dernier ouvrage, et puis de mettre en évidence, pour le temps qui m'est imparti, un certain nombre de réflexions que j'aimerais partager avec vous. Dans le but, non pas simplement de traduire une pensée, mais de soulever un certain nombre de questions, et que ces questions soient également des responsabilisations spécifiques. Au bout du compte, la responsabilisation de chaque citoyenne et de chaque citoyen ici en Tunisie, dans la collaboration que nous pouvons avoir au-delà des deux rives de la Méditerranée. Première des choses, c'est que quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet, je me suis arrêté à la terminologie. Et c'est vrai que très très tôt, il y a deux termes que j'ai toujours refusés. Parce qu'à l'heure où je vous parle encore, les choses ne sont pas achevées.
et que je ne parle pas, je n'ai jamais parlé pour tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, je n'ai pas parlé de révolution. J'ai parlé de soulèvement et de révolution à achever encore, parce qu'il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un régime pour transformer le régime d'une société. Et que certains encore, le pays le plus avancé, c'est pour ça que je vous dis que vous avez une responsabilité historique, le pays le plus avancé sur l'expérience historique courte aujourd'hui dans l'évolution et la stabilisation, c'est la Tunisie, à l'exception de tous les autres. Et je disais même qu'il se pourrait qu'à terme on se rende compte que la Tunisie puisse être l'arbre qui cache, l'arbre du succès qui cache la forêt de tous les échecs d'autres sociétés. Si vous observez aujourd'hui l'Égypte, nous sommes loin d'une révolution. Et vous savez, on peut être dans une révolution qui est inachevée ou une révolution qui a échoué. À l'heure où je vous parle, l'armée tient les rênes du pouvoir. Le Yémen, nous n'avons pas encore réussi la passation. La Syrie, et nous avons une pensée partagée et humaine et fraternelle pour les femmes, les hommes et les enfants qui sont tués dans ce pays tous les jours, avec lesquels il faut, si on ne peut pas l'être par la parole dans la justice, au moins l'être par le cœur dans le respect de la dignité des citoyens de ce pays. Eh bien, la Syrie, le Yémen, la Libye, nous sommes à deux doigts d'une guerre civile, puisque vous savez que des milices refusent de rendre les armes et que derrière tout ceci, on a une mainmise sur tout l'appareil économique du pays. Donc nous ne sommes pas du tout, dites-moi un pays où on a l'impression d'avoir véritablement passé de l'autre côté du processus. La Tunisie, même vous, à l'intérieur, ce que j'ai rencontré depuis que je suis venu, c'est des espérances, des optimismes et beaucoup de doutes. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer? L'émergence de certains courants, des littéralistes, des salafis qui sont présents, des silences, de la violence, des situations où on a l'impression que ça ne va pas assez vite, où on manifeste parce qu'on aimerait que les choses changent, et que l'on sait qu'il faudra du temps, mais en même temps, il ne faut pas confondre le fait qu'il faille du temps avec le fait qu'on ne fasse rien pour changer les choses. Donc on est dans une situation où les gens se posent beaucoup de questions sur l'évolution de la situation. Vous, au premier chef. Et donc ici, ce qui me paraît déterminant, c'est qu'il faut faire attention aux mots. Donc je n'utilise pas si facilement le mot de révolution. L'autre mot que je n'utilise pas, c'est le mot de printemps. Parce que le printemps, ça a un sens. Le printemps arabe. Et c'était cette idée qui est vraie en termes de peuple. Le mouvement tunisien a donné beaucoup de courage au peuple égyptien, au peuple yéménite. Les Yéménites n'auraient pas eu ce courage de dire « si vous venez avec les armes, nous descendrons sans les armes dans la rue » s'il n'y avait pas eu le précédent tunisien. C'est vrai ça. Et ça, il faut saluer ce dont vous avez eu le courage et qui a ouvert. Donc il y a eu un vrai mouvement populaire qui a été déterminé par votre courage ici en Tunisie. Cela étant, quand on fait un pas en arrière, reconnaître qu'un mouvement a fait émerger d'autres mouvements ne permet pas simplement de dire « Ah ben il y a eu l'effet domino, puis c'est un printemps arabe ». Aujourd'hui, je fais un pas en arrière, et ce qu'on nous a présenté comme un effet domino, je le conçois beaucoup plus comme un jeu d'échecs. Qu'il faut regarder pays par pays, savoir pourquoi dans certains pays on a poussé, pourquoi dans certains pays on retient, pourquoi on a aidé les Égyptiens de cette façon-là, pourquoi il n'y a pas eu d'aide aux Syriens pendant longtemps, pourquoi on est intervenu en Libye. Après, les choses deviennent complexes. Et on finit par éviter d'être bêtement optimiste pour être prudemment raisonnable. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de véritablement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'essayais de faire dans le livre, en commençant par la discussion sur la terminologie, c'était le premier chapitre, la première partie. La deuxième partie, c'était plutôt de poser les termes du débat, ce que l'on sait aujourd'hui en termes factuels, et puis ensuite essayer de déterminer quels sont les défis contemporains, et puis les quelques propositions qu'on peut faire pour aller de l'avant. Voilà les 4 parties du livre. Donc, ce qu'on n'a pas compris chez certains de mes lecteurs et de mes interlocuteurs, et en l'occurrence parce que certaines vidéos ont été écourtées, traduites en arabe, et puis enlevées de leur substance dans la deuxième partie, c'est que les questions, les faits que j'ai apportés
et qui sont des faits qui sont avérés. Et les